Au printemps et à l'été 1941, Montez le périscope. les sous-marins britanniques combattent inlassablement en Méditerranée. Ils doivent empêcher troupes et matériels d'atteindre Rommel en Afrique du Nord. Si ce dernier s'empare du canal de Suez, ce sera un désastre pour les Alliés. La Grande-Bretagne sera coupée d'une colonie majeure, l'Inde, et des réserves pétrolières du Moyen-Orient. Les sous-marins britanniques doivent préserver ce lien. Préparez tous les tubes. Les enjeux sont des plus élevés. Feu! Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. « 24 mai 1941, à 11 000 des côtes sud de l'Italie. L'équipage du Upholder, un sous-marin britannique, repère une forme indistincte. Une nuit sombre et une mer agitée rendent l'observation au périscope difficile. Capitaine? Le commandant, le capitaine de corvette Malcolm Wanklyn, regarde de plus près. Wanklyn s'est enrôlé dans la marine à l'adolescence et a commencé à servir à bord de sous-marins en 1933. Wanklyn est généralement considéré comme le plus grand commandant de l'histoire de la Royal Navy. C'est un officier très compétent, il est très réfléchi. Il avait certainement la confiance de son équipage et celle de ses supérieurs. Et même lorsque ça ne se passait pas très bien, il a tout de même tenu bon et s'en est sorti. C'est peut-être sa chance. Il s'agit d'un grand convoi de navires italiens qui se dirige vers l'Afrique du Nord. 4 navires de transport et au moins 4 destroyers. Distance 4500 mètres. Mais l'opération s'annonce difficile. Après 10 jours de patrouille, le Upholder n'a plus que 2 torpilles. Pire encore, certains instruments de bord ne fonctionnent plus. L'eau salée a endommagé l'ASDIC, leur système de sonar. Le sonar actif est un moyen de localiser des objets sous l'eau grâce à l'écho. Le sonar passif sert à écouter les sons émis par d'autres navires. En utilisant l'ASDIC, vous entendez l'ennemi approcher, ce qui est bon en termes offensifs. Vous savez où se trouve l'ennemi et vous pouvez vous diriger vers lui. C'est aussi bon en termes défensifs, vous savez quand l'ennemi vient vers vous. Sans l'ASDIC, il faut avoir un contact visuel. Cela nécessite des contrôles fréquents au périscope, ce qui signifie que le sous-marin peut à son tour être repéré. Avec les tubes chargés, Wanklyn se prépare à une attaque. Abaissez le périscope. C'est un plan assez simple. Il doit passer l'escorte, s'approcher, se faufiler, frapper fort, et puis repartir. Un échec de Wanklyn pourrait conduire à une défaite des Alliés sur l'un des théâtres de guerre les plus importants, le front nord-africain. La guerre en Afrique du Nord a commencé par des conflits avec l'Italie. Les Allemands sont entraînés sur ce continent suite à la défaite italienne entre l'automne et l'hiver 1940-1941. Avec le succès des forces britanniques, Churchill était tellement sûr de pouvoir vaincre les Italiens qu'il a redéployé des soldats en Grèce. Son excès de confiance s'avère coûteux. À peu près à la même époque, en février, Hitler prend la décision d'honorer son alliance avec l'Italie. Il envoie dans la région le tristement célèbre Deutsches Afrikakorps. Un officier prend le commandement, le général de division Erwin Rommel. Rommel et ses troupes se dirigent rapidement vers l'Est, s'emparent de territoires britanniques et repoussent les forces alliées vers leur base en Égypte. Si Rommel s'empare de l'Égypte, les nazis contrôleront le canal de Suez. Ce serait un désastre pour les Alliés.
La Grande-Bretagne sera coupée d'une colonie majeure, l'Inde, et des réserves pétrolières du Moyen-Orient. Le 10 avril, Rommel attaque la ville de Tobrouk, à environ 145 km de la frontière égyptienne. En Afrique du Nord, les Italiens et les Allemands font passer le ravitaillement par Tripoli, qui se trouve à des centaines de kilomètres plus à l'ouest. Avec la prise de Tobrouk, les renforts et le ravitaillement arriveraient plus rapidement au front. Rommel tente de prendre Tobrouk tout en espérant pousser plus loin en territoire britannique. Il envoie ses soldats par petits groupes, sans succès. Il doit laisser derrière lui une force de siège. D'autres soldats sont envoyés à la frontière égyptienne. Rommel pense que ce n'est qu'une question de temps avant que la ville ne tombe. Et si Tobrouk tombe, l'Égypte suivra. Pour retarder l'offensive de l'Axe, les Alliés doivent empêcher l'arrivée du ravitaillement et des renforts. Le meilleur espoir des Alliés est maintenant une petite île située entre l'Italie et l'Afrique du Nord, Malte. L'île abrite une base de sous-marins britanniques, principalement des sous-marins de classe U. La tradition chez les marins britanniques est de donner aux sous-marins des noms commençant par la même lettre. On a donc Undaunted, Unbeaten et Upholder. Les sous-marins de classe U, plus petits, plus maniables, s'avèrent plus efficaces que les autres dans les eaux de la Méditerranée. Les sous-marins britanniques doivent couler les navires marchands italiens qui fournissent hommes, vivres et matériel aux armées de Rommel. Mais les équipages à Malte sont vulnérables. Malte subit de lourdes attaques aériennes. Les défenses ne sont pas très bonnes. Par conséquent, ravitailler Malte, vivre à Malte, se servir de Malte comme base sous-marine, peut s'avérer extrêmement compliqué. Les forces sous-marines britanniques doivent couler des navires et aider à inverser le cours de la guerre. Montez le périscope. Wanklyn s'approche des destroyers qui protègent le convoi de transport. Cible à 2,85. Portée 2000 mètres. Le sous-marin se met en position. Il est hors de portée des radars des navires d'escorte. Il s'aligne pour une attaque sur le convoi et à 360 mètres, il voit surgir un destroyer italien qui fonce dans leur direction. Abaissez le périscope. La réaction immédiate de Wanklyn est de plonger à pic et de descendre à 45 mètres, parce qu'il pense qu'il va subir une attaque de grenades sous-marines. Mais le destroyer est en mission de routine. Il ne sait pas qu'un sous-marin s'est glissé dans le convoi. Montez le périscope. Désormais à portée de radar, le Upholder doit agir rapidement. Wanklyn se prépare à tirer sur un navire de troupes. Préparez les tubes 1 et 4. Les deux dernières torpilles sont prêtes. Il n'hésite pas. Tube 1. Tube 1. Tube 4. Tube 4. Les deux dernières torpilles foncent vers la cible. Leur sillage est repéré à la surface par l'un des guetteurs des navires. Quand on aperçoit les torpilles, la première chose à faire, c'est de tirer une fusée éclairante pour alerter le commandant du convoi. Cela lui permet de prendre au plus vite des mesures d'esquive. Mais il est trop tard pour sauver le Conte Rosso. Les deux torpilles ont touché le navire de 17 800 tonnes. Il coule rapidement et emporte avec lui plus de 2700 des 3000 soldats et membres d'équipage. Les destroyers commencent à chercher le sous-marin. Abaissez le périscope.
Il remonte la trajectoire des torpilles jusqu'à la position du sous-marin. Les escortes du convoi se rapprochent du Upholder et préparent une contre-attaque. Mai 1941. Le Upholder, un sous-marin britannique, vient de couler le Conte Rosso, un navire de troupes italien. Le capitaine de corvette Malcolm Wanklyn a envoyé ses 2 dernières torpilles sur le navire. Le sillage dans l'eau conduit les destroyers qui protègent le convoi directement à leur position. Ils passent alors à l'action pour trouver et couler le Upholder. N'ayant plus de torpilles, le sous-marin ne peut pas se défendre. Le système de sonar est endommagé. L'équipage est dans l'incapacité d'écouter et de localiser l'ennemi. Wanklyn doit se fier à son instinct pour déjouer les plans des destroyers qui le recherchent. Stabilisé à 45 mètres. La meilleure chose est de s'échapper. Mais le sous-marin a des limites. Les sous-marins de cette époque sont très lents sous l'eau. Et le U-boat était encore plus lent par rapport aux autres sous-marins. C'est pourquoi il est très utile, quand on est attaqué, de savoir où se trouve l'ennemi, afin de pouvoir prendre des mesures d'évitement en fonction de la mobilité. Le bruit des hélices des destroyers devient de plus en plus fort. Les navires sont à l'aplomb du sous-marin. Tout ce que l'équipage peut faire, c'est attendre l'attaque. Les grenades explosent tout autour du sous-marin. Se trouver dans un sous-marin en pleine attaque, c'est probablement la chose la plus terrifiante. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Les attaques se succèdent. Tribord 30. Wanklyn continue de donner des changements de cap et de vitesse. Stabilisé à 21 mètres. Comme il est imprévisible, il est plus difficile pour les destroyers de suivre le sous-marin. Une nouvelle série d'attaques. Un rien sépare l'équipage des explosions à l'extérieur. Lorsque vous êtes dans un tube de la taille d'un wagon de métro et qu'il y a des explosions tout autour qui causent des dégâts à l'intérieur même du sous-marin, c'est une expérience véritablement très éprouvante. La tension monte. Un jeune sous-marinier commence à paniquer. Malheureusement, il y a certaines personnes, ce n'est pas de leur faute, qui craquent sous la pression. Ce marin tente désespérément d'échapper au confinement et au bruit. Il essaie de grimper l'échelle pour s'enfuir. Le danger n'est pas qu'il puisse ouvrir l'écoutille. La pression de l'eau à cette profondeur est énorme. Mais la peur est une menace pour tout l'équipage. Si quelqu'un craque dans un sous-marin, en particulier un petit, ça peut devenir très contagieux. La peur peut se propager. Si quelqu'un panique, cela peut avoir des effets très négatifs sur le moral des autres. Pire encore, cela pourrait saper la position du capitaine. Le marin en panique est mis hors d'état de nuire. Il semble avoir été maîtrisé. C'était à Simpson, le commandant des forces sous-marines, de décider de son sort. Wanklyn semble avoir préconisé qu'il soit retiré des sous-marins. Il a donc rejoint l'armée régulière. Vitesse réduite. Wanklyn continue de donner des changements de cap pour échapper aux destroyers italiens. Stabilisé à 30 mètres. Droit devant.
Mais une grenade sous-marine vient exploser trop près. Puis une autre. Quand cela explose extrêmement près, ça peut briser du verre, des jauges et toutes sortes d'autres choses. Stabilisé à 45 mètres. Une autre grenade sous-marine explose. Et puis, soudain, les explosions cessent. L'équipage fera par la suite état d'un grincement terrible, comme si du fil de fer avait rayé la coque. Comme ils craignent pour leur sécurité, Wanklyn prend le temps de rassurer ses hommes. Ce qu'il fait, c'est qu'il commente les bruits qui se produisent à l'extérieur. Il redonne confiance à l'équipage. C'est le sort du Conte Rosso qu'ils peuvent entendre, pas leur destin à eux. 2 heures plus tard, le Upholder remonte enfin à la surface. Les destroyers sont partis. Le pari a été payant. Non seulement ils ont coulé le Conte Rosso et les troupes qu'il transportait, mais ils ont aussi retardé l'arrivée de renforts auprès de Rommel en Afrique du Nord. Le naufrage du Conte Rosso est un vrai exploit pour les sous-marins de Malte. C'est une vraie prouesse. C'est le plus gros navire coulé. Et ce sous-marin qui a réussi, sans tout son équipement, qui est prêt à prendre de très gros risques, devient en quelque sorte le fleuron de la flotte sous-marine de Malte. Wanklyn recevra plus tard la Victoria Cross pour récompenser son attitude héroïque face à l'ennemi. C'est la plus haute distinction pour un membre des forces armées britanniques. En mai 1941, privé de torpilles et bien mal en point, le Upholder, un sous-marin britannique, est de retour à Malte. Mais même à quai, l'équipage a peu de répit. Proche de l'Italie, l'île est une cible facile pour les bombardiers allemands. C'est toute la différence. Même de retour à la base, vous restez une cible. Il faut parfois plonger pour ne pas que le sous-marin soit coulé. Vous revenez au port et vous restez dans le sous-marin. Et cela n'arrive qu'à Malte. Le stress est plus important. L'équipage n'est pas en sécurité. Le danger est présent au large comme à quai. Les Britanniques peuvent, depuis Malte, protéger leurs intérêts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Malte est une île, un territoire qui est comme une sorte de porte-avions. Une base de laquelle les avions peuvent s'envoler pour couler les navires des forces de l'Axe. Une base qui accueille aussi des sous-marins et des navires. Malte est très proche de l'Italie, à tel point qu'au début de la guerre, l'île était considérée comme une position intenable. Le ravitaillement est très difficile, à l'ouest comme à l'est. De longs convois de navires de transport, de nombreuses occasions de les couler, et c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands ne souhaitaient pas s'emparer de Malte. Au cours de l'été 1941, la situation change. Hitler envahit l'Union soviétique. Le premier siège aérien prend fin à l'été 1941, parce que les avions allemands sont rappelés pour soutenir la campagne de Russie. La seconde moitié de l'année 1941 est relativement calme à Malte. Cela permet donc aux sous-marins, comme aux navires, d'opérer plus facilement. Les Alliés basés à Malte vont bientôt jouir d'un autre avantage. En juin, le renseignement britannique déchiffre le code de la marine italienne. Ils savent quand les navires vont appareiller. Mais Rommel, lui, reste invaincu. Au cours de l'été 1941, Rommel a repoussé 2 contre-attaques britanniques qui visaient à briser le siège de Tobrouk. Rommel prouve qu'il est très compétent. C'est donc une force avec laquelle il faut compter. Les sous-marins britanniques doivent profiter de leur avantage et couper les voies de ravitaillement pour de bon.
En août 1941, la 10e flotte apprend qu'un important transport de troupes est sur le point de quitter Messine pour Tripoli. Le Upholder quitte Malte et part en chasse. C'est sa 13e patrouille en Méditerranée. Après 2 jours, Wanklyn repère 9 navires, 6 destroyers qui protègent 3 navires de transport italiens, le Neptunia, l'Oceania et le Marco Polo. Mais la distance entre le Upholder et le convoi est grande. Wanklyn aimerait bien combler l'écart, mais ces navires peuvent atteindre une vitesse de 19 nœuds et demi. Le sous-marin ne peut pas suivre. Il ne peut atteindre que 12 nœuds et demi en surface, ce qui n'est pas rapide pour un sous-marin, même à cette époque. Tenez-vous prêts. Feu! Quand Wanklyn a tiré ses 4 torpilles sur le convoi, il se retrouve très exposé. La mer est très calme, c'est en plein jour. Très rapidement, les escortes italiennes peuvent se concentrer sur l'origine de ces torpilles. 2 escortes partent en chasse. Le Upholder est passé de prédateur à proie. Abaissez le périscope. Août 1941. En Méditerranée, le Upholder, un sous-marin britannique, est attaqué par des patrouilleurs italiens. Mais cette fois, Wanklyn peut recourir à l'ASDIC, la version britannique du sonar. L'équipage peut utiliser un sonar passif pour déterminer l'emplacement des patrouilleurs et éviter les grenades sous-marines. Le Upholder endure 25 explosions en 14 minutes. 3 degrés, stabilisé à 21 mètres. Wanklyn les évite toutes. Et dans la confusion, le sous-marin parvient à s'échapper. Les navires ennemis, eux, peuvent continuer leur voyage vers l'Afrique du Nord. Début septembre 1941. Depuis près de 5 mois, à Tobrouk, les troupes alliées continuent de résister aux forces de Rommel. Mais avec l'arrivée de nouveaux renforts, Rommel pousse les Alliés jusqu'au point de rupture. Rommel, qui souhaite vraiment s'emparer de Tobrouk, envoie toutes ses troupes. Il envoie ses chars, son artillerie et ses Stukas, des bombardiers. Pour les soldats alliés à Tobrouk en 1941, l'expérience a dû être terrifiante. Hitler ordonne à 6 sous-marins en Méditerranée de couper court au ravitaillement allié. Les Britanniques craignent que la guerre en Afrique du Nord ne soit bientôt terminée. Leurs ressources en pétrole seraient alors perdues au profit des Allemands. La dernière ligne de défense, ce sont les sous-marins de Malte. Septembre 1941. Le commandant de la flottille sous-marine de Malte, George Simpson, se voit remettre un message hautement confidentiel décrypté par le renseignement. Un convoi rapide, composé de 3 des plus grands navires de l'ennemi, le Neptunia, l'Oceania et le Vulcania, a quitté l'Italie vers Tripoli. Simpson doit agir maintenant. C'est un convoi rapide, et s'il hésite, les navires les dépasseront. Il élabore un plan audacieux.
Le plan Simpson rappelle ce que font les Allemands dans l'Atlantique. Il s'agit de former une ligne de patrouilleurs espacée d'une douzaine de milles pour attendre le convoi. Et quand le convoi est en vue, les bateaux s'unissent contre lui. Le temps est compté. Il a besoin de volontaires. Lorsque le capitaine Simpson ordonne une réunion, tous les équipages commencent à être tendus. Un des commandants pense que le plan de Simpson n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Wanklyn, lui, comprend la position et s'assure qu'il en va de même pour son équipage. Ils sont peut-être fatigués, mais il est vital qu'ils interceptent ces convois. Les gars, on repart en patrouille. Malgré la multiplication des patrouilles, Wanklyn accepte de repartir en chasse. 3 autres équipages se portent volontaires. Et peu après, 4 sous-marins britanniques, le Upholder, l'Upright, l'Ursula et l'Unbeaten, quittent Malte. Le 17 septembre à minuit, chacun des sous-marins a pris position. Le temps est capricieux. La mer est agitée. Le Upholder est secoué de tous côtés. Hé, viens voir. Pire encore, le compas gyroscopique du sous-marin ne fonctionne pas. La navigation dépend alors de la boussole dont l'aiguille indique le nord magnétique, pas le nord géographique. Le compas gyroscopique est un compas électrique qui reste très peu influencé par l'environnement métallique. Au beau milieu d'une coque en acier, le compas magnétique sera beaucoup moins précis. C'est un problème pour eux de dépendre de cet instrument sous l'eau. Et en surface, le problème se pose aussi. Le timonier bataille pour maintenir le cap en utilisant l'aiguille instable de la boussole. Après 3 heures de lutte contre les éléments, l'Unbeaten, commandé par le capitaine de corvette Edward Woodward, repère des formes à environ 8 milles de distance. Une fois que l'Unbeaten repère le convoi, il le suit, aussi rapidement que possible. Mais ça ne suffit pas. S'il ne peut pas suivre le rythme, l'Unbeaten peut avertir les autres. Le convoi se dirige droit vers le Upholder. Mais la communication rapide basse fréquence ne fonctionne pas à bord du Upholder. Les messages de l'Unbeaten ne sont pas transmis. À ce stade de la guerre, les travaux et l'entretien à bord sont primordiaux. Les sous-marins doivent être très entretenus. Ils exigent beaucoup d'attention. Ils ont besoin de réparations, de pièces de rechange. Et parfois, la situation est si désastreuse à Malte que des pièces sont retirées d'un sous-marin pour être placées dans un autre. Et on répétera l'opération jusqu'à ce qu'un jour, un sous-marin en bout de chaîne reparte en mer sans fonctionner correctement. C'est donc très compliqué. C'est un vrai défi. L'Unbeaten fait transiter son message par Malte, mais cela prendra plus de temps. Pendant ce temps, le Upholder, qui ignore que le convoi s'approche, se bat pour maintenir sa position dans une mer forte. 30 minutes plus tard environ, le Upholder reçoit le message de Malte. Wanklyn rejoint immédiatement son premier lieutenant sur le pont. 3 grands navires de transport et 6 destroyers se dessinent dans la nuit. Le message est arrivé juste à temps. Ils observent attentivement pour estimer le cap, la distance et la vitesse des navires de transport. Les navires vont presque 2 fois plus vite que le Upholder. Wanklyn est sous pression. Il doit réussir. Après tout, il commande l'ensemble de l'opération en mer. Une fois qu'il a le message que le convoi est là, il se rend compte qu'il n'a aucune chance de le rattraper. Il doit trouver le moyen d'accomplir quelque chose. L'emprise britannique sur l'Afrique du Nord est dans la balance. Wanklyn ne peut pas se permettre d'échouer. « 18 septembre 1941. Un convoi italien ennemi traverse une mer agitée.
Le Upholder, un sous-marin britannique en chasse, est sérieusement désavantagé. Comme lors de sa 13e patrouille, le commandant du sous-marin, Malcolm Wanklyn, doit tirer sur un convoi qui se déplace beaucoup trop vite pour lui, à plus de 3000 de distance. Il se trouve que le convoi compte 2 navires qu'il a déjà croisés auparavant, le Neptunia et l'Oceania. 6 destroyers zigzaguent entre les navires pour les protéger. Wanklyn, bien que très éloigné, pourrait profiter de la formation adoptée par les navires du convoi. Il va avoir là l'occasion de tirer et d'atteindre plusieurs cibles. Mais ils ont un autre problème. Sans compas gyroscopique, le timonier se retrouve à diriger le sous-marin à l'aide de la boussole. Avec une mer agitée, l'appareil commence à se balancer d'un côté à l'autre. Wanklyn doit aligner son tir sans l'aide des instruments de base et en tenant compte d'une mer agitée, de la distance et de la vitesse du convoi. Allez les gars, d'une air! Les torpilles sont chargées. Il choisit le bon moment pour tirer. Tube 1. Tube 1. Wanklyn prend en compte les embardés. Il attend donc qu'un premier mouvement se termine pour tirer. Le sous-marin est à nouveau déporté. Il tire une deuxième torpille. Tube 3. Tube 3. Tube 4. Feu! Puis la troisième et la quatrième avec l'embardée suivante. Une fois que les torpilles ont été tirées, l'attente du résultat de l'explosion peut paraître interminable. Même s'il ne s'agit que de 5 minutes, cela peut sembler des heures. Si c'est une réussite, ils empêcheront d'autres renforts de rejoindre Rommel en Afrique du Nord. Après une longue attente, ils entendent une explosion. Puis une autre. L'une des torpilles a touché le Neptunia, qui commence à couler. Redescendez. En prévision des représailles, les guetteurs et le premier lieutenant redescendent. Wanklyn ferme l'écoutille au-dessus de lui. L'eau recouvre le château. Le sous-marin plonge pour se dissimuler. Mais le Upholder n'en a pas fini avec le convoi. L'équipage se dirige vers le sud et descend jusqu'à 18 mètres pour recharger les tubes. Wanklyn remonte pour observer la situation. Montez le périscope. Le soleil se lève et l'équipage découvre les conséquences de l'attaque. Un navire de transport, le Vulcania, s'enfuit, escorté par un destroyer. Le second, le Neptunia, a disparu sous les vagues. Le troisième, l'Oceania, reste immobile dans l'eau. 2 destroyers se tiennent à proximité pour récupérer les survivants. Vitesse réduite. Le Upholder est maintenant à portée de radar. Alors qu'il va pour observer, prêt à attaquer, il voit soudain un destroyer se diriger rapidement sur lui. Abaissez le périscope. Plongez à 13 mètres. Il doit plonger immédiatement pour éviter une collision. Le destroyer passe juste au-dessus. L'équipage se prépare à un lâcher de grenades. Ils ont de la chance, le destroyer ne sait pas qu'ils sont là. Montez le périscope. Mais ils ne sont pas en sécurité pour autant. Dans la confusion, Wanklyn s'est retrouvé sur la trajectoire de sa cible, le navire de transport Oceania. Abaissez le périscope.
18 septembre 1941. En Méditerranée, au plus près des navires ennemis, Abaissez le périscope. Plongez à 13 mètres. le Upholder, un sous-marin britannique, tente de se mettre en position d'attaque. Mais à ce moment-là, il est trop proche de l'Océania pour que l'attaque soit efficace. Et il y a même un risque de collision avec le vaisseau. Il ordonne une autre plongée pour passer sous le navire. Abaissez le périscope. Passez à 75 mètres. Il doit plonger pour glisser sous l'Océania afin de ne pas être éperonné. La collision serait synonyme de naufrage. La manœuvre réussit. Le Upholder glisse sous le navire. 1800 mètres plus loin, One Clean fait faire demi-tour au sous-marin, puis se prépare à condamner l'Océania. One Clean fait remonter le sous-marin à la surface. La position est parfaite pour mener une ultime attaque sur le navire. Préparez les tubes 1 et 2. Mais l'émetteur basse fréquence est toujours hors service. Ils sont dans l'incapacité de communiquer avec les autres sous-marins à proximité. One Clean ne sait pas où sont les autres sous-marins britanniques. Il ignore totalement que l'Unbeaten, le sous-marin qui a repéré le convoi, est resté dans le sillage du convoi toute la nuit et qu'il se met à son tour en position d'attaquer. À bord de l'Unbeaten, le capitaine de corvette Edward Woodward se prépare lui aussi à faire feu sur l'Océania. Préparez les tubes 1 et 2. L'un des problèmes, lorsqu'un sous-marin prend une initiative individuelle au sein d'une attaque groupée, c'est le risque d'avoir des dommages collatéraux. Autrement dit, d'essuyer des tirs amis. Woodward ignore que l'Upholder est de l'autre côté du navire de transport. Si l'un des deux sous-marins rate la cible, il y a de fortes chances qu'il touche l'autre. Vu la distance, il le coulerait et tuerait tout le monde à bord. Tube 1. Tube 2. Les torpilles foncent en direction du navire ennemi et de l'Unbeaten. De l'autre côté, Woodward prépare lui aussi son tir. Vérifiez la direction. Mais il n'est pas assez rapide. Les deux torpilles de One Clean s'écrasent sur le flanc de l'Océania, un navire de 20 000 tonnes. Ce doit être une énorme frustration pour un commandant de sous-marin d'être aligné sur le point de tirer et de se voir piquer sa cible par un collègue. Le facteur chance est important. One Clean n'a pas eu beaucoup de chance au début, mais la roue a tourné et la chance lui a souri. L'Océania disparaît en seulement 8 minutes. Abaissez le périscope. One Clean a réalisé là quelque chose de vraiment exceptionnel. C'était une manœuvre absolument incroyable. Il a effectué un tir longue distance, presque au jugé, sans l'aide des instruments de bord. C'était un véritable exploit. Le Upholder rentre au port de Malte le 20 septembre 1941. Avant de partir en patrouille en septembre, l'équipage avait dû être remobilisé. One Clean leur avait expliqué qu'il était primordial de repartir en mer. Ils ont mené cette attaque. Quand ils sont revenus, ils ont eu droit à du repos, mais un repos bref. Ils repartaient peu après pour patrouiller au large de la Sicile. Après 25 patrouilles, le Upholder est le bâtiment qui cumule le plus de tonnage coulé. Le sous-marin a coulé au total 119 000 tonnes, dont 3 U-boats et des navires transportant des troupes ou du ravitaillement vers l'Afrique du Nord. One Clean est considéré probablement comme le meilleur commandant de sous-marin dans la longue histoire de la Royal Navy. Lorsque la marine britannique reviendra à une certaine époque à des sous-marins conventionnels, la classe sera baptisée Upholder. Le 18 novembre, les Britanniques lancent l'opération Crusader. C'est un succès. Ils repoussent les forces de l'Axe.
Rommel et ses hommes reculent de 800 km en seulement 6 semaines, privés de tout renfort. On peut attribuer les problèmes de Rommel à l'automne 1941 au seul fait que Malte est toujours aux mains des Britanniques. Les Britanniques repoussent les forces italiennes et allemandes au-delà de la Cyrénaïque. Et Rommel se retrouve là où il avait commencé la guerre quelques mois plus tôt. Le siège de 240 jours de Tobrouk est levé et les troupes sortent de la ville épuisées mais victorieuses. Le Upholder connaît une toute autre fin. Wanklyn et le sous-marin disparaissent le 14 avril 1942. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est assez typique des opérations sous-marines. Ce sont des interventions discrètes et furtives. On ignore ainsi ce qui est arrivé à l'un des plus grands officiers sous-marins de l'histoire. Les contributions des forces sous-marines britanniques restent sous-estimées. Les opérations sous-marines britanniques n'ont pas été autant mises en lumière que la campagne anti-sous-marine dans l'Atlantique Nord ou la campagne des sous-marins américains dans le Pacifique. Lorsqu'on parle de guerre sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale, on fait souvent le lien avec la bataille de l'Atlantique, les Allemands étant les chasseurs de sous-marins et les Alliés étant les pourchassés. En Méditerranée, c'est exactement l'inverse. Les Alliés étaient les chasseurs et les Allemands et les Italiens étaient les chassés. Quand on regarde les pertes subies par les forces de l'Axe en Méditerranée, près de la moitié d'entre elles sont attribuées à la guerre sous-marine. Le reste aux navires et aux avions. Les sous-marins constituaient une menace majeure pour les convois des forces de l'Axe entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Un succès crucial pour les Alliés. Si la Grande-Bretagne avait perdu l'Afrique du Nord avant fin 1941, ça aurait été un désastre, tant en termes de main-d'œuvre que de matières premières. Sécuriser le canal de Suez, les expéditions venues d'Inde, le pétrole en provenance du Moyen-Orient, tout cela a permis à la Grande-Bretagne de se battre et de survivre.